Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le titre de cet ouvrage autobiographique reflète parfaitement sa dénomination. À lire le livre, on se rend nettement compte qu'effectivement le parcours de l'auteur aura été parsemé d'embûches, mais il a tout de même tenu le coup. De sa façon de faire, il a toujours œuvré pour le bien-être de ses compatriotes centrafricains, étant toujours à l'écoute et au service de tout le monde sans distinction. Cela fait de lui incontestablement un leader rassembleur de son pays. Mais comme le pouvoir en Centrafrique ne souhaite pas rencontrer quelqu'un comme lui sur son chemin d'alternance démocratique, il lui a donné du fil à retordre dans ses entreprises, ONG Volcapro et autres, pour le pousser sur le chemin de l'exil. Mais malheureusement, pour le pouvoir de Bangui qui croyait en avoir fini avec, comme dit un vieux dicton, on ne tue pas une idée. Ce temps a permis à l'auteur de reconstituer ses vécus en Centrafrique, France, Niger, Botswana, etc., pour faire un livre ouvert sur son passé, présent et futur, notamment les perspectives de son avenir politique. C'est un livre engagé, complet et très intéressant de par sa pluridisciplinarité. Il est riche en instructions et renferme du rire à gogo, et a coupé le souffle sur la gestion politique du pouvoir en Centrafrique entre les mains du général Bozize. Il est rédigé dans une approche lyrique, historique, sociologique, anthropologique, analytique et politique. Ainsi, dans son agencement, le chapitre 1 présente l'enfance et les souches de l'auteur. Le chapitre 2 résume les différentes périodes de ses études. Le chapitre 3 fait la synthèse de ses œuvres. Le chapitre 4 met en relief ses activités au poste de ministre de l'Éducation nationale et la conduite des affaires politiques du général Bozize, semblable à celle d'un chef coutumier. Par ailleurs, à travers les lignes, l'auteur tente de sensibiliser ses compatriotes, la classe politique française qui œuvre pour le bien-être de l'État centrafricain et la communauté internationale sur le chaos quasi général en République centrafricaine, qu'il déclare ostensiblement que aucune élection démocratique ne pourrait être la panacée à la crise profonde qui mine la RCA aujourd'hui. Seule l'application intégrale des accords de 1958 signés avec la France pourrait l'endiguer et créer la stabilité. Tels sont les éléments constitutifs de cet ouvrage. Chapitre 1. Qui suis-je ? En réponse à cette question, si je dis « Je suis centrafricain, mes parents viennent du nord de la République centrafricaine et que je suis de Bosangwa, préfecture de l'Ouham ». Une telle présentation a bien peu de sens pour les Occidentaux, parce qu'ils ne raisonnent plus en termes de tribus et d'ethnies comme nous les Africains. Mais par contre, pour nous, une telle présentation est une généralité vague et vide de sens. C'est pourquoi ici, je voudrais être clair et précis dans mon raisonnement afin d'éviter toute ambiguïté. 1a. Mes parents, la famille Lala. À proprement parler, mes parents. Mon père et ma mère sont issus de la tribu Gbaya Bossangoa du grand ensemble ethnique composé du groupe Manja, Gbaka Manja, Baka Mitonagwede, Ali, Gbofi, Gbanu, Sumasuma-Kaba et Gebaïdigiri. Ces groupes sont répartis sur 8 préfectures de la République centrafricaine, et chaque communauté se fait appeler par le nom du département, région, qu'elle occupe respectivement, ou parfois par le nom de la configuration géographique des lieux ou encore le nom des chefs de lignage qui sont utilisés pour une bonne désignation. Ainsi à Bozoum, Batangafo, ces communautés tribales ont pris respectivement les noms de leur région. À Bossangoa, ils ont pris le nom de leur chef Zangoa que la transcription littérale a déformé la prononciation exacte. À Berberati, Gebar de Barté qui signifie chêne, ils ont pris le nom des grands arbres de cette forêt équatoriale. À Boire, ils ont pris le nom des montagnes, Karrah qui signifie montagne. À Carnot, Batangafo, etc., ils ont pris le nom de la configuration géographique. L'appellation se fait en mettant le vocable tribal comme préfixe, puis le nom adopté comme suffixe pour se distinguer des autres Gbaya dans le grand ensemble. Exemple, Gbaya Carnot, Gbaya Bossangoa, Gbaya Bozoum, Gbaya Batangafo, Gbaya Boire ou Gbaya Karrah, Gbaya de la montagne, etc. Na 1. Mon père Lala Fraisse. Mon père est né dans son village situé à 15 km de Bossangoa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouham. Ce village s'appelle Sassara,
qui est à la fois le nom d'un groupe ethnique, lignage pour utiliser mon terme anthropologique approprié, GBO Zamgene. Le père de mon grand-père s'appelle Tabio Thomas et la mère de mon père, ma grand-mère s'appelle Namfio Marie. Elle est du village Bakara du même lignage situé à la fois sur la route de Benzambe accent aigu, et sur la route de Bouka. Dans la civilisation traditionnelle Gebaya, quand un bébé vient naître au monde, on lui donne un seul nom qui n'est pas le patronyme, mais un nom parfois ordinaire banal ou événementiel pour la période de la naissance et qui servira pour la petite enfance avant la première initiation à la jeunesse. En ce qui concerne notamment mon père, on lui a donné le nom de Weibio. Après sa première initiation avant le Soumalais, formation guerrière traditionnelle nommée Gombana, on lui a donné le nom de Yadok. Au plan initiatique, on distingue généralement un Yadok par 4 piercings, perçages, 2 au niveau des oreilles et les 2 autres au niveau du bas de la lèvre inférieure de la bouche. Comme les jeunes le font aujourd'hui par imitation pour la mode. Yadok qui veut dire « un homme courageux », est un grade et à la fois un nom dans la hiérarchie des guerriers Gombana. Généralement dans les conflits armés, Yadok joue le rôle d'éclaireur. Quant au nom de mon père Lala Fraisse aujourd'hui, il faut noter qu'il lui fut attribué au moment où il avait été coopté par le commandant Bello, un colon français, chef du district de l'Ouham pour être formé à la science domestique, technique de cuisine et de la restauration, afin d'être le maître d'hôtel de la colonie française de la région de l'Ouham. Mon père faisait de la bonne cuisine pour les colons et mettait de l'ordre au service. Pour ces colons, c'est du jamais vu pour un autochtone, plutôt indigène comme on nous appelait à l'époque coloniale. Ils étaient tout le temps émerveillés et s'exclamaient « Oh Lala! Oh Lala !» C'est ainsi que dérivait son nom de Lala. Dorénavant tous les colons appelaient mon père Lala, et par imposition c'est devenu son patronyme. De son prénom Fraisse, de fait c'est plutôt fraise, fruit du fraisier qui a été tout simplement mal orthographié. Mon père aimait manger ce fruit, et c'est pour cette raison qu'on le lui avait attribué comme prénom. C'est de cette façon que mon père s'appelle Lala, nom de famille, et Fraisse, prénom. Cette démarche coloniale de changement de nom s'inscrit dans la philosophie de la mission civilisatrice française. À cette époque, les colons ne pouvaient pas tolérer de proches collaborateurs africains avec des noms bizarres, sauvages. Ainsi, mon père était lavé de tout et devenu français au même titre que les colons. Mon père était un homme doux, gentil et intelligent. Il était en avance par rapport à son temps. Tout ce qu'il a fait pour la colonie française, il en a fait profiter aux autochtones, ses concitoyens dans le sens de l'émancipation de la région. Il a rendu publique la consommation du pain et du café, qui étaient à l'époque uniquement dans les habitudes culinaires des colons. Autrement dit, c'est lui qui avait la première boulangerie artisanale dans toute la région à Bossangoa, et tenait une cafétéria en ville au marché central Gombe de Bossangoa. Sa femme, ma mère, faisait des gâteaux et des beignets, chose que les Oubanguiennes ne connaissaient pas encore à cette époque. Tous deux, ils ont contribué au bien-être social des Centrafricains. 1 à 2. Ma mère, Koffio Yasingean. Comme je l'ai dit précédemment, ma mère est de la tribu Gebaya du lignage Mbai Trema de Bozoum. Le père de ma mère, mon grand-père paternel s'appelle Daimonou Joseph. Les conflits interclaniques à Bozoum-Bata les avaient poussés à aller s'installer à l'actuel Ouambak sur la route de Bozoum-Bossangoa. Le nom initial de l'Ouambak est Daimonou, du nom de mon grand-père qui a créé le village. La mère de ma grand-mère s'appelle Yassika Monique, fille du grand chef charismatique Yagouzou sur l'Axe, Fourche village Daimonou et Gboyakon. Ma mère fut une ménagère, agricultrice et commerçante. Elle a fait 10 enfants avec mon père. C'est dire que nous sommes 10 enfants dans la famille Lala issus d'un seul père, Lala Fraisse, et d'une seule mère, Koffio Yasingean. Il y a 2 filles et 8 garçons. 1b, mes frères et sœurs. Comme je viens de le dire, nous sommes 10 enfants. Lala, d'où 2 filles et 8 garçons. Il s'agit de
Lala Kaltouma Angeline, Madame Yongoro Pierre et Lala Julienne du côté des filles. Du côté des garçons, il s'agit de Lala Alain, Lala Bernard, Idede Ilala, Lala Jean-Pierre, Gombekete Jean Barquès, Lala Bevara, Lala Denanganaï et Lala Jean-Paul. Mais s'il faut présenter dans l'ordre chronologique de naissance, il convient de relever que l'ordre est le suivant. 1 à 3. Premier enfant, Lala Kaltouma Angeline. Pour parler proprement d'elle, il convient de souligner que dans des années lointaines, je veux dire de sa génération, l'éducation des jeunes filles de l'Ubangi, aujourd'hui la REP centrafricaine, n'était pas autre chose que la formation aux sciences domestiques, notamment les cours de couture, lavage, repassage, cuisine et puériculture. Cette éducation était basée sur la préparation des jeunes filles de l'époque au mariage, afin de bien tenir leur foyer. Lala Kaltouma Angeline était de celle-là. Elle a fait vaguement les classes primaires et le reste, c'est-à-dire les sciences domestiques. Elle a été proposée en mariage très tôt. En fait, ce n'est pas un mariage comme on l'appelle aujourd'hui, c'est plutôt une union vitale, pour emprunter mon terme anthropologique, union vitale ou le mariage traditionnel, voire dossier de recherche. Elle était choisie pour l'union, se marier, avec Monsieur Yongoro Pierre, fils du chef Silla du clan Gbozangoa, afin de cimenter un pacte de sang. Il faut noter que mon oncle Gombe, chef supérieur des terres et de tribus réunies de l'OUHAM, était basé tout d'abord à 15 km, village SASSARA, et quand l'administration coloniale, gouverneur de l'Afrique équatoriale française à Brazzaville, a décidé que l'oncle Gombe s'installe à Bosangwa, cela a déclenché une guerre interclanique entre le clan Boro, du chef Gbozangoa et le clan Gbozamgene des SASSARA de Gombe. Quand on a étouffé ce conflit, on a forgé cette union, mariage, pour des besoins de pacification. Ma sœur Kaltouma, comme j'ai l'habitude de l'appeler, a eu trois enfants avec Monsieur Yongoro, mon beau-frère. Elle a beaucoup souffert d'hypertension dans sa vie. Un jour, elle a été terrassée par cette maladie, et a trouvé la mort. 1 à 4. Deuxième enfant, Dr Lala Alain. Dr Lala Alain est le deuxième né de la famille. À la base, initialement, il était journaliste de carrière dans les années 60. Il a travaillé à la radio Bangui, République centrafricaine pour un bout de temps et en 1964, il quitte la République centrafricaine pour la Suisse, notamment Lausanne. Quelques années après, il s'inscrit à l'école d'ingénierie laitière. Il en obtient brillamment le diplôme et devient ingénieur laitier. Tout en travaillant dans une fromagerie, il s'inscrit dans une école vétérinaire et soutient une thèse de doctorat. Il devient docteur vétérinaire. Il quitte la Suisse pour la France afin de s'installer à son propre compte. À RINGIS près de l'aéroport Charles de Gaulle, de Paris, il avait ouvert un service d'entreposage de viande pour les marchés de Paris. Ses affaires tournaient très bien. Pensant à la République centrafricaine, son pays, il a décidé de revenir à Bangui pour passer ses congés et voir éventuellement les opportunités pour créer aussi des affaires dans son pays natal. Mais malheureusement, son arrivée à Bangui coïncida avec des actes de désobéissance civile et de vandalisme à Bangui perpétrés par les partisans du docteur Idede Ilala, président fondateur du Mouvement centrafricain de libération nationale, MCLN. Les autorités centrafricaines d'alors, du régime David Dacko, l'ont arrêté et déféré à NGARAGBA, un pénitencier de haute sécurité à Bangui. Le motif de l'arrestation du docteur Lala Alain était qu'il est tout simplement le frère du docteur Idede Ilala, un opposant au régime. Dr Lala Alain a passé plusieurs mois de détention à la prison de NGARAGBA sans jugement. Ses affaires à Paris et à Lausanne se sont effondrées parce qu'il n'y avait personne pour les suivre pendant son absence. Après avoir purgé quelques mois de prison, le pouvoir en place à Bangui le libère sans condamnation et sans jugement. Il était au bord de la faillite. Il sort de la prison et essaye de se remettre, mais difficilement. Son domaine agricole appelé ferme moderne de la MPOKO, au PK9, route de Mbaïkaï qui est située juste après la gendarmerie jusqu'au pont de la MPOKO à gauche en venant de Bangui, a été saisi par le pouvoir en place d'alors et vendu à la société Castel. C'est là où est installée la brasserie actuellement.
Mais depuis toujours, la famille Lala tente de récupérer son terrain mais en vain puisque c'est devenu une affaire d'État. Elle n'arrive pas. Par ailleurs, il a voulu créer une autre ferme sur la route de Damara à 40 km de Bangui. Mais en chemin pour les travaux de construction, il fit un accident de circulation et décéda. 1 à 5. Troisième enfant, Dr Lala Bernard. Dr Lala Bernard, le troisième né de la famille, a fait toutes ses études primaires à Bossangoa et les secondaires à Bangui avant de partir en France pour parfaire ses études en médecine. Pour le qualifier, honnêtement c'est un surdoué. Il n'a jamais repris une seule classe. Il était toujours en avance par rapport à ses classes, et cela faisait de lui souvent le major de sa classe. Il a une faculté de compréhension sans pareille. En France, il a étudié la médecine à Dijon et a soutenu une thèse de doctorat en microbiologie. Coopté par l'Institut Pasteur de Paris, institution française de recherche médicale de renommée internationale, il devient l'élève de Pasteur. Il a beaucoup travaillé sur les microbes qui engendrent les maladies tropicales en Afrique et autres à l'Institut Pasteur de Paris, le siège, et un peu plus tard, on l'a affecté à l'Institut Pasteur de la République centrafricaine au poste de laboratoire de recherche en qualité de responsable. La recherche sous sa direction à cette époque allait bon train. Le docteur Lala Bernard fabriquait même à Bangui des vaccins contre la rage, contre la morsure de serpent et autres. Il devint célèbre, un souverain. Un jour, au nom de la raison d'État, il est arrêté, gardé à vue, libéré et limogé de son poste. Pour la simple raison que son frère le docteur Idédéi Lala est opposant. C'est le même cas comme pour le docteur Lala Alain. Le régime du président Dako qui avait maille à partir avec le docteur Idédéi Lala s'en prenait à la famille Lala tout entière. Le principal concerné était à l'étranger et opérait de l'extérieur du pays. Le docteur Lala Bernard étant un homme d'action, travailleur et consciencieux, il ne pouvait pas continuer à tourner les pouces. Il a alors créé le centre médical privé, réunissant tous les services sanitaires à savoir un cabinet de consultation, un laboratoire d'analyse biologique, une salle de soins infirmiers et un dépôt pharmaceutique qu'il a nommé Medical Care Union, Médicarion. Il convient de relever que ce fut la première fois qu'un centrafricain créait quelque chose d'important dans le domaine de la santé. Le MEDICARION était le meilleur centre médical de toute la République centrafricaine. Le pouvoir du président David Dako tombe, le général André Kaolingba monte au pouvoir. Le MEDICARION est plus puissant que jamais. L'entourage du président Kaolingba le voit d'un mauvais œil et décide de réduire les activités de MEDICARION. Ainsi le pouvoir demanda au docteur Bernard Lala de fermer et vendre la pharmacie parce qu'il n'est pas pharmacien de formation. Il convient de noter qu'étant pionnier dans ce domaine, il en a fait les frais. Aujourd'hui n'importe qui, même les Bororo en brousse ouvrent des dépôts pharmaceutiques sans problème, pour exercer cette profession. La raison n'était pas bien fondée, car le docteur Bernard Lala, avant l'ouverture des services de MEDICARION, avait recruté deux pharmaciens de carrière, une femme et un homme. Le pouvoir trouve encore une autre stratégie, c'est celle qui consiste en l'affectation du docteur Lala Bernard à l'hôpital général de Bangui. Ainsi, il aurait moins de temps à consacrer à ses propres affaires. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut comprendre est que le docteur Lala Bernard n'est pas un simple médecin ordinaire. Il est un médecin-chercheur en microbiologie. Dans tous les hôpitaux de la RCA, il n'y a pas une structure de recherche microbiologique sauf à l'Institut Pasteur de Bangui. Ainsi à son poste d'affectation, il tournait les pouces pendant quelque temps et comme il a le génie pour forger des choses, en sa qualité de chercheur, il a soumis à l'ONS un projet de création d'un centre de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, MST. L'ONS a accepté et a mis à sa disposition les fonds pour la réalisation du projet. Il avait formé le personnel lui-même aux techniques d'analyse et autres. Par la suite, il avait fait signer le gouvernement et l'ONS pour épargner le personnel des MST afin de maintenir une même équipe pour une bonne qualité des services. Avec l'équipe, le docteur Lala Bernard a fait un bon travail. Il publiait les résultats de ses travaux. En Centrafrique comme à l'extérieur, on parlait de lui.
Eu égard aux prouesses qu'il réalisait dans le cadre de la recherche médicale, Lons le conviait à prendre part plusieurs fois à des conférences scientifiques. C'est de là qu'il a pu rentrer à Lons. Son premier poste fut à Abidjan, Côte d'Ivoire, dans les années 90. Au lendemain des événements dramatiques du Burundi, le siège de Lons à BRAZZAVLLE, République du Congo, l'avait choisi et l'envoyait en mission sanitaire à Bujumbura de temps en temps pour 1 ou 2 mois, et il retournait à son poste d'affectation à Abidjan. Vu son sérieux au travail, Lons le confirma au poste de représentant à Bujumbura. Le docteur Lala Bernard quitte Abidjan pour Bujumbura, Burundi, son nouveau poste. Il avait travaillé dans ce pays environ 6 ans, puis il était affecté à Niamey, République du Niger. Là encore, il a très bien travaillé pour la population nigérienne. Ainsi, il a gagné la confiance de la population et des autorités. Le président de la République Mamadou Tandja ne voulait pas qu'on l'affecte ailleurs encore, mais Lons avait le dernier mot. Elle avait décidé autrement. Le docteur Lala Bernard est affecté au siège régional de Lons à BRAZZAVILZE, REP du Congo. Il avait travaillé quelques années, et c'est de là qu'il a pris sa retraite en qualité d'ancien haut fonctionnaire des systèmes des Nations Unies de l'Organisation mondiale pour la santé, OMS, pour rentrer à Bangui, République centrafricaine. À Bangui, le docteur Lala Bernard retrouve son ami de longue date qui était avec lui à Abidjan dans le cadre de la Banque africaine de développement, BAD. Il s'agit de M. Eli Dott, Premier ministre et chef du gouvernement centrafricain. Ce dernier a fait appel au docteur Lala Bernard pour rentrer dans son gouvernement afin d'apporter son expertise. C'est ainsi que le docteur Lala Bernard fut nommé ministre de la Santé et de la Population du gouvernement centrafricain d'Eli Dott du 19 juin 2005. Les réformes fiscalo-douanières de la RCA, instituées par le Premier ministre Eli Dott, donnaient des bons résultats. Au plan national et international, l'opinion publique saluait cette politique. Mais le président François Bozizé les voyait d'un mauvais œil, car dans sa philosophie il doit tout simplement gérer tel quel et non innover. Il n'était pas tranquille. Il pensait que son Premier ministre lui faisait de l'ombre, donc il faudra le faire partir. Ce qu'il faut comprendre est que Bozizé a un tempérament hypocrite, sombre et taciturne. Il était incapable de dire à son Premier ministre « Je mets fin à votre mission ». Mais il préféra procéder par subterfuge pour le faire partir du gouvernement. À ce propos, il a comploté avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale en vue d'interpeller, convoquer le Premier ministre et déposer une motion de censure contre lui pour faire tomber son gouvernement. Mais quand le Premier ministre Eli Dott fut au courant de la cabale, il préféra démissionner. Le président Bozizé a reconstitué le gouvernement avec Faustin Touadera, un recteur contesté par ses pairs et étudiants à l'université de Bangui comme Premier ministre. Il croit que celui-ci étant apolitique comme lui, c'est un bon naïf à manipuler à volonté. Mais le temps nous le dira. Quant au docteur Lala Bernard, ministre de la Santé et de la Population, il faisait trop parler de lui comme bon technocrate. Bozizé n'aime pas ça. Il décide sans consultation, entretient concertation, au préalable avec le docteur Lala Bernard, et le balance à l'Éducation nationale en qualité de ministre en vue de le pousser à démissionner ou alors, le faire partir par une motion de censure de l'Assemblée nationale plus tard. Cette nomination est à la fois une provocation et une humiliation pour la famille Lala. Le docteur Lala Bernard est un ancien fonctionnaire, représentant de l'OMS, des Nations Unies à la retraite. Il a bien voulu mettre à la disposition de son pays, la République centrafricaine, son expérience acquise. Mais malheureusement, Bozizé n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il clame haut et fort qu'il n'aime pas les intellectuels. C'est pourquoi il ne s'accommode que des médiocres. Le docteur Lala Bernard a fini par démissionner, voici la lettre. Lettre de démission du docteur Bernard Lala. Bangui, le 29 janvier 2008. Note à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la REPUBLIQUE, chef de l'ETAT. Objet, démission. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le 1er février 2006,
Vous m'avez fait l'honneur de me confier la gestion du ministère de la Santé publique et de la population au sein du gouvernement du Premier ministre Élie Dauté, et je l'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Je saisissais ainsi l'opportunité d'apurer ma dette morale envers mon pays qui a payé mes études de bout en bout, depuis le lycée jusqu'à la spécialisation en médecine et qui n'a jamais reçu en retour la juste rétribution des fruits de cet investissement. En effet, j'ai été immédiatement recruté par l'Institut Pasteur, et je suis entré à Lons quelques années plus tard pour y travailler jusqu'à la retraite. Mais plus exaltant encore, c'était l'occasion d'appliquer moi-même les conseils que je donnais aux ministres de la Santé des pays de mes postes d'affection successifs. Notre système de santé était au plus bas au moment de ma prise de fonction. Au bout de 2 années et au bilan de notre action, force est de reconnaître des avancées notables. Tous les programmes PEV, sida, tuberculose, paludisme, onchocercose, etc. ont été relancés. Des ressources ont été mobilisées pour toutes ces activités, et c'est désormais la partie nationale qui est en charge et responsable de la gestion. Le personnel de santé dans son ensemble reprend confiance en lui, et comprend l'avantage de travailler en équipe. Des chantiers sont ouverts avec l'AFD pour créer un meilleur cadre de suivi des grossesses à Bangui, et réduire le taux de mortalité maternelle, avec la BADEA pour améliorer les plateaux techniques et les capacités de logement du personnel, en province, etc., etc. Bien sûr, beaucoup reste à faire mais la dynamique est amorcée. C'est alors que le gouvernement Élie Dauté était tombé sur une motion de censure du Parlement. L'usage dans tous les pays veut que les cadres futurs membres du gouvernement soient consultés avant leur nomination, afin d'être pleinement associés à cette décision qui les engage intimement et durablement. Je n'ai pas été consulté. C'est pourquoi je me demande ce qui a motivé ce traitement inique et unique, à mon endroit. Je suis d'autant plus choqué que du fait de ma performance à la tête du département de la santé depuis 2 ans, je ne mérite pas qu'on me traite avec une telle ingratitude, une telle désinvolture, un tel mépris. Vous comprendrez que je ne puisse accepter la nouvelle mission que vous me confiez. J'en tire les conséquences logiques et vous présente, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ma démission. 1 à 6. 4e enfant, Dr Idédé Ilala. Idédé Ilala, le quatrième né de la famille Lala, comme tous les Lala dotés d'intelligence innée, mais celui-là est vraiment extraordinaire. À l'école, il était polyvalent, bon dans les matières scientifiques et à la fois littéraires. De l'école primaire de Bossangwa, école préfectorale, au collège de Berberati et au lycée d'État des Rapides, il n'a pas repris une seule classe. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a opté pour l'ingénierat des ponts et chaussées à Bamako, République du Mali. Il a fait brillamment ses études et a obtenu le diplôme. Les 3 ou 4 ans qu'il a passés au Mali pour ses études, il a appris à parler la langue malienne Bamara et le Djoula. Quand il était revenu à Bossangwa, Rep centrafricaine, pour passer ses vacances en famille, M. El Hadji Deji Abactte, le gourou de l'oncle Gombe, chefferie traditionnelle, était trop fier de lui. Idédé et lui causaient en Djoula. M. El Hadji Deji Abactte était de nationalité ivoirienne du groupe ethnique Djoula, qui se trouve au Mali, Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Ce monsieur s'était installé depuis longtemps dans la chefferie traditionnelle de Bossangwa, aux côtés de l'oncle Gombe et de mon père Lala. Il avait vu naître tous les Lala devant lui. C'est d'ailleurs lui qui avait donné tous des noms musulmans aux enfants Lala. C'est encore lui qui a donné à la naissance le nom d'Idriss que l'intéressé a préféré garder le diminutif IDDI. Nous étions en 1967. IDDI partait pour un stage à Paris. 1 an après, le mouvement de mai 68 éclatait, il fut pris dans cette tourmente pendant toute la durée des émeutes. Quand le soulèvement a pris fin, il décida d'abandonner sa carrière d'ingénieur des ponts et chaussées pour étudier la sociologie. Il s'était inscrit à l'université de Nanterre, l'un des fiefs de mai 68. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.